Média à l'affiche, Alain Mwaka. Nourrir des qualités et des aptitudes innées, et là encore il faudrait s'en rendre compte, peuvent ouvrir la voie au monde du travail. Guy-Mario Abalo en est une preuve vivante. Passionné de sport, en l'occurrence le football, le tennis de table, le basketball, déterminé et travailleur, fondateur de la Maison du journalisme au Togo et bien d'autres associations encore, on le verra dans l'entretien qu'il nous accorde, traîne derrière lui un parcours singulier de plus de 30 années d'activité avec des couvertures de grandes factures comme la crise togolaise, ivoirienne, sierra-léonaise, bissau-guinéenne, libérienne, la presque île de Bakassi entre le Cameroun et le Nigeria. Notre invité dans Média à l'affiche, cela joue autant solo que collectif, autant directeur que journaliste, en toute humilité, en toute simplicité, avec une crainte de Dieu qui le suit depuis sa tendre enfance. Titulaire d'un diplôme de journalisme de l'Institut Universaliste de Liège en Belgique, correspondant au sein de chaînes internationales comme la BBC et La Voix de l'Amérique, RFI, à l'AFP, à la Lettre Afrique Expansion de Paris, Guy-Mario fait partie des journalistes africains dont la vie est consacrée à informer les populations. Homme de terrain, on note à son actif plusieurs missions internationales en tant qu'observateur de la CEDEAO. Animé d'une passion débordante pour son métier, tel un vieil africain pour sa cola, il est le fondateur de la Maison du journalisme du Togo, membre fondateur de l'UJIT, entendez Union des journalistes indépendants du Togo, puis de l'Observatoire togolais des médias, OTM. Déterminé et travailleur, ses qualités forgeront sa personne, qualités qu'il transmettra à son personnel en tant que directeur d'une station privée radio Métropolis, où il présenta des émissions de débat Express Info et Métro Express. Fou de sport, il est membre fondateur de l'Association des journalistes sportifs du Togo, AJST, avec en poche un ticket de président de 4 ans à la tête d'un club de première division de basket, les Swallows, qui ont participé d'ailleurs à plusieurs compétitions africaines. Média à l'affiche, pour son 2e numéro, reçoit un homme de conviction, croyant, avec plus d'une 30aine d'années de bons et loyaux services rendus à la nation et au monde, surnommé RFO par le feu général Eyadema. Guy-Mario Abalo, bonjour. Bonjour. Votre parcours tel que décrit par Diana Bodo nous laisse admiratif. On en saura un peu plus justement au cours de cet échange. La première question qui nous vient à l'esprit, d'ailleurs tout à fait logique, comment est née cette passion pour les médias, en l'occurrence le journalisme? Cette passion, elle est née depuis le collège. J'ai fait le collège à Tangueta, c'est au nord du Bénin, à l'époque dans la province de l'Atakora. Au fait, j'étais à Sokodé aussi lorsque un oncle paternel qui était à cheval entre le Bénin et le Togo, j'étais avec ma vieille, paix à son âme, donc on lui a demandé qu'il va m'amener au Bénin et que il m'aime bien et il aimerait que je reste avec lui. C'est comme ça que je me suis retrouvé au nord du Dahomey, qui a changé de nom en République populaire du Bénin. Donc voilà comment je me suis retrouvé au nord du Bénin. Donc j'ai fait le CM2 là-bas. J'ai eu, à l'époque, c'était les 2 examens qu'il fallait passer. D'abord le certificat et ensuite le concours pour aller en 6e. Et j'ai réussi. Puis à l'époque, on appelait les collèges là-bas, c'est le CMG, Collège d'enseignement moderne général. Mais ils ont changé maintenant, je crois qu'ils nous ont rejoint maintenant, c'est CEG. Voilà comment je me suis retrouvé là-bas. Et puis j'avais une passion à l'époque, c'était le football. J'étais un bon gardien de but. On avait un club où j'excellais beaucoup. Et à la fois, je jouais au tennis de table. Le basket, c'était pas trop mon fort à l'époque, même si aujourd'hui, malgré mon âge, je joue chaque samedi et dimanche. Comment justement vous tombez dans les médias? Est-ce que c'est en écoutant une émission ou c'est votre tonton qui vous offre une radio, ou vous écoutez une émission à la maison? Comment vous en arrivez justement à découvrir ce métier? Non, j'ai fait ce parcours à partir du Dahomey et du Bénin parce que justement au collège, on avait créé un groupe de journalistes pour le collège. Tu sais, bon, c'est des petits élèves qui aimaient parler devant les gens. On a demandé des volontaires, donc moi, le petit Togolais, je me suis retrouvé avec des Béninois. À l'époque, vous savez, en matière de français, même jusqu'à aujourd'hui, les Béninois ou Dahomey et Béninois ont une avance sur nous. Et puis bon, ça, quand tu parles, on sent que tu es Togolais. On me disait, bon, ce petit Togolais. Et moi, tu sais, bon, moi, ça ne me faisait rien. Des fois, quand tu parles français, tu commets des fautes. Ah, ils te relèvent ça. Bon, ils ne se moquent pas des gens. C'est au Togo qu'on aime se moquer un peu des gens, mais non. Au Bénin, on te dit, non, on dit ceci ou cela. Puis tu te corriges. C'est comme ça que je me suis intégré dans ce groupe. Écoute, je n'avais pas de radio. Je ne regardais pas de télévision, hein. D'abord, je suis allé à Bukumbe. Bukumbe, c'est une ville aussi, de l'ethnie Somba. Donc, c'est quelques mois quand je suis arrivé pendant les vacances avec mon oncle. Quelques mois après, on s'est retrouvé à Tangueta. Et après le parcours Natitengo, le lycée Mathieu Bouquet de Parakou à
Djougou, tout ça. Donc c'est à Tanguita que j'ai intégré ce petit groupe de journaux où on informait les gens. Donc on écoutait un peu et puis bon voilà, on allait squatter chez les gens pour regarder la petite télé blanc et noir. C'était difficile, écoute, c'est pas donné à tout. On est dans les années combien justement la petite télé blanc et noir? 115, 116, 117 par là. C'est en cette période également que le Bénin avait été attaqué, bien entendu, par les mercenaires. La passion est née à partir de là, à partir du Dahomey et du Bénin. Alors, quel est le média qui vous offre justement votre première chance? Je suppose que ça devait être forcément peut-être la radio, parce qu'il y a la télé qui va aussi vous en parler dans un moment. Alors, quel est le média qui vous offre votre première chance? Quand je suis rentré au Togo, j'ai fait le lycée de Tokoin avec, je peux peut-être citer un nom aujourd'hui, puis celui-là, il est ministre Bidamon Marc, donc c'est mon collègue de classe, on a fait 4e, 3e. J'étais responsable général de ce collège. Et vous allez à des rencontres, vous venez vous rendre compte. J'avais un directeur génial, comme votre radio d'ailleurs, c'est Monsieur Sabo qui fut ambassadeur tout récemment du Togo à Bruxelles, qui aimait cette manière des jeunes de se mettre en groupe puis d'informer. On allait au séminaire, on revenait, vous voyez, au Mans, le premier responsable général que j'étais. Donc je devais faire le compte rendu, on a acheté un mégaphone, on a acheté des bavas à l'époque, où vous voyez, bon, le petit Guy, tu vois, devant ses collègues, qui faisait le compte rendu de tout ce qui s'est passé. Donc vous voyez que j'étais déjà sur la voie. Habitué donc à parler devant... surtout ça, pour être un bon journaliste, il faut pas toujours se cacher derrière le micro, bien, bon, derrière la caméra. Excellent gardien de but et basketteur professionnel prometteur, Guy-Mario Abalo sera confronté à un choix de carrière. Une carrière sportive de haut niveau ou un professionnel des médias. Il opte pour la deuxième option. En 1988, je crois, j'avais une passion. La passion a continué. Et je me suis retrouvé à Radio Lomé. Vous savez, j'ai fait Radio Lomé au Labiré d'Acruz. J'ai retrouvé au niveau de la presse internationale, était le rédacteur en chef avec Bakoli Kumbope à son âme. Et j'étais au service du sport dirigé par Koumaï Bangna, paix également à son âme. J'allais en reporter avec Kossi Ayayi, paix à son âme. C'est dommage que je dise tout ceci, mais c'est le moment de l'évoquer. C'est une façon aussi pour vous d'être reconnaissant. Oui, bien entendu. Donc, Kossi Ayayi, Sisi Nidjari également, paix à son âme. Je crois que les deux ne sont plus de ce monde. Bon, voilà comment je suis donc à Radio Lomé. Pourquoi je me suis retrouvé à la Radio Lomé? À un moment donné, j'étais à la télévision togolaise, dirigée par, bon, en parenthèse, le tout-puissant Pano à l'époque. C'était au temps du parti unique. Donc, le rédacteur en chef était Badi Bassababaka, que j'aime bien. C'est un très bon ami, très bon professionnel que j'admire beaucoup. Je vous dis, était grand présentateur vedette. Yao Dogan, paix à son âme, que j'aimais beaucoup, et Foué Messan, avec qui j'ai frotté un peu là-bas. Donc, c'était cette passion. On a lancé un petit concours de recrutement pour former des journalistes. Nous étions 150 et on a plus seulement que 3. Donc, je fais partie des 3 qu'on a recrutés. On a subi une formation. J'étais sur le terrain, j'allais en reportage. Vous savez, quand on fait la formation sur l'État, avant d'aller prendre son diplôme, on a cet avantage de percer. Moi, c'est ce qui a été mon avantage d'ailleurs. Quand j'étais sur un reportage où il y avait du froid entre les relations entre le Ghana et le Togo, le Ghana qui était dirigé par Gilles Ronlis, nous étions en sport. C'était un tournoi de handball. Il y avait la Haute Volta ou le Burkina. Je suppose d'être le Burkina Faso. Est-ce que c'est en 88, 89, c'était le Burkina Faso. Donc moi, j'ai fait un reportage. Puis j'avais un chargé d'affaires avec un ambassadeur du Ghana au Togo, et il y avait un chargé d'affaires qui était là. Donc je fais un chapeau et puis je mentionne, et je dis bon, la présence du chargé d'affaires du Ghana. Donc Tibianou Diagba Martin, paix à son âme également, qui fut ministre de la communication, était le présentateur des journaux du week-end. C'était un samedi. Donc le chapeau que j'ai fait, il a balancé. Après bon, ça a créé des petits pots. Mais qu'est-ce qu'il y a pour qu'on a mentionné tout ça? Bon, ça m'est revenu tout ça. Je crois que c'est la semaine d'après que pas nous est vu. Mais quels sont ces stagiaires qui sont là? Est-ce qu'ils sont bons? Ils ne sont pas bons. Il faut les libérer. Bon, c'est là où on nous a libérés. On nous a dit de passer à la comptabilité. On nous a fait un petit calcul. Je crois que c'était 50 000 à l'époque chacun. Et on s'est débarrassé de nous. Donc on était parti. C'est là où Koumaï Bangna m'a récupéré pour Radio Lomé. Quand une porte se ferme dans la vie, une fenêtre s'ouvre. Un passage à Topani Express, Courrier du Golfe, en tant que rédacteur, et un beau jour, une rencontre change la donne.
Donc j'étais à Courrier du Golfe quand Sophie Marcedon, c'était dans les moments durs, 89, 90 et après 90. Le début du processus démocratique au Togo, c'était chaud. Et c'est là où j'ai rencontré Sophie Marcedon, qui était envoyée spéciale de la BBC à Lomé, qui logeait à l'hôtel de la paix, dont j'étais allé lui transmettre un courrier de la part de Maître Kansé, dont je travaillais dans son cabinet. J'étais employé là-bas. Ouais, à la fin, il fallait arrondir tous les angles. Donc, je travaillais là-bas, je faisais des petits trucs en journaliste. C'est là où j'ai rencontré Sophie Marcedon. Et nous avons discuté, on a échangé. Il me dit, mais tu as une belle voix. Je dis, je suis à Courrier du Golfe. Je dis, mais tiens, il a pris le journal. Il dit, ah, mais tiens, c'est ça, c'est ton nom, Guy Mario, ok. Alors, je vais proposer à Londres. On n'a jamais eu de correspondant ici. Donc, j'étais le tout premier correspondant de la BBC au Togo. Et c'est dans la foulée, quelques mois après que notre aîné, Roger Guy Folly, était arrivé à Lomé. J'avais un rendez-vous avec le professeur Ninevi. Quand je l'ai rencontré là, le professeur m'a présenté, il dit, ah, c'est Roger Guy Folly. Et on s'est fait des accolades. Il m'a dit, mais tiens. Alors, je t'écoute sur la BBC, c'est bien. Mais est-ce que tu peux également travailler pour nous? J'ai dit oui, pourquoi pas. Donc, tu vois, je viens d'avoir encore un autre job. Non, c'était passionnant, c'était intéressant. C'était venu comme ça. Et quand il est rentré aux États-Unis, paf. Donc, je travaillais en même temps avec la BBC et puis la Voix de l'Amérique. Et dans la foulée, voilà, c'est l'agence France Presse qui prend contact avec moi. J'avais un collègue, Francis Awadi, qui était du Bénin. Il était le numéro 1, j'étais le numéro 2. Et j'ai fait 8 ans à l'agence France Presse. Vous écoutez Média à l'affiche sur Taxi FM. Travail, abnégation, courage, la passion pour son métier et la rigueur dans son accomplissement font de Guy Mario Abalo un journaliste crédible, donc une référence. Et c'est à raison qu'une opportunité inattendue s'offre à lui. En 92, 93, je collaborais avec beaucoup de journaux, des journaux que vous connaissez bien entendu, Forum Hebdo, Carrefour, Pakpa Désenchanté. Billy, qui fut directeur de Pakpa Désenchanté à l'époque, qui est actuellement en Europe, on était de très bons amis. Donc on avait un ami commun, l'attaché de presse de l'ambassade de France au Togo. Je crois que RFI l'a appelé pour lui demander est-ce qu'il peut avoir un correspondant, un journaliste correspondant professionnel qui a de la hauteur au Togo, parce qu'ils n'en ont jamais eu. Et c'est là où il m'a fait appel. Il m'écoutait déjà sur la BBC, la Voix de l'Amérique. Et comme j'étais également à l'agence France Presse, les dépêches tombaient, il les lisait. Et c'était logique qu'il m'a appelé, il m'a fait cette procédure. Bon, Radio France Internationale, bon, pourquoi pas. Il a pris mes noms et puis les contacts, puis les renvoyé. Et je crois que le lendemain, on m'a appelé, on m'a dit, bon, on va vous essayer pour voir ce que ça donne. Et puis je crois qu'on était rentré dans la grève générale illimitée à l'époque, si je me rappelle très bien. Ça tombait plutôt bien. Ça tombait plutôt bien. Comme déjà je le faisais à la Voix de l'Amérique et à BBC, donc je sais que bon, avec RFI, le format était beaucoup plus rigoureux, surtout le format, mais bon, 1 minute 10 en info, où tu dois dire l'essentiel. L'essentiel, il n'y a pas de verbiage, il n'y a pas à aller chercher de midi à 14h, c'est l'info, l'essentiel. Donc c'est ce qui était important. Et c'est comme ça que j'ai démarré à RFI en 92. L'actualité, l'information, par moments plus politique, on va dire. Est-ce que c'était assez difficile pour vous d'évoquer à chaque fois qu'on faisait appel une situation peut-être critique de votre pays comme un oiseau de mauvais augure? Oh, à l'époque c'était difficile. Tu sais, le début du processus avec les manifestations, c'était pas facile. Et en plus, le général, il y a des morts. C'est un chef d'État qui n'aime pas que son image soit écornée. Ça, je vous dis la vérité. Et puis bon, avec les collabos, tout ça, c'est pas aussi facile. Ou le monsieur même n'écoutait pas les infos et on le lui rapportait. Surtout autour de lui, vous avez des gens comme le tout-puissant directeur de cabinet à l'époque, Amegbo. Et c'est surtout Kofi Panou, vous voyez, ce journaliste qui se retrouve à un poste politique bien donné. Vous voyez, c'était le chouchou de Yadema. Ah là là, disons, à la fin de chaque intervention, Panou, il rentre toujours en ligne. Soit il appelle Paris, il appelle Lomé, non, vous voulez du type ce pays, vous voulez faire ceci, cela. Au point où Yadema lui-même, vous savez, il appelait des fois, il dit, mais bon, vous n'êtes pas togolais, vous êtes français, vous voulez détruire ce pays. Il dit, non, monsieur le président, c'est de l'info. Alors, il y a plein d'anecdotes
anecdote avec celui-là. Cela dit, c'est un monsieur qui avait beaucoup de considération pour ce que c'est que la communication. On savait comment intervenir, et même quand on ne respectait pas certaines dispositions de la loi, on savait quand même les gérer au mieux au plan international, parce que il y a des moments dont tout le monde c'était le dictateur, il s'accrochait à son fauteuil, il veut être chef à vie, ceci, mais il n'aimait pas tous ces mots-là. Et puis, tu vois, et quand il voit Jean-Karim Fall, mon rédacteur à que j'aime bien, paix à son âme, et moi-même, nous avons surnommé RFO. C'est-à-dire, c'est une radio qui ne dit que des faussetés. Et vous voyez presque tous ces anciens collaborateurs aujourd'hui, le président de la Cour constitutionnelle Assouma, le président Nathiaba, le général Seyi Memen, le général Wala. Et dès que je les rencontre aujourd'hui, c'est pas Guy Mario Bonjour, c'est RFO. Donc c'est amusant parce que c'est Yadima qui l'a voulu ainsi, parce qu'il était très rigoureux envers sa personne, son image, et chaque fois il avait l'impression que on le harcelait, il était dans le viseur, et que il ne voulait pas que vraiment le Togo change. Et c'était difficile, c'était très 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 compliqué. Ouais, le correspondant journaliste qui, je dirais, chaque fois devant un tribunal. Ah, vous avez vécu ça? Pas le tribunal là, de la justice, hein? Non, ouais. Pas le tribunal de la justice. Le tribunal, parce que vous savez, de quand on vous appelle là-bas, c'est de la mer à boire, c'est pas facile. Mais il faut avoir de la hauteur. Vous savez, moi j'étais conscient pour le travail que je faisais. Est-ce que quelque part, les gens n'en font pas de trop? Souvent, en évoquant une dictature, les journalistes n'arrivent pas à faire leur métier, alors que vous avez vécu une expérience où, malgré tout ce qu'il y avait comme peut-être peau de banane, vous avez exercé pendant 14 ans. On ne vous a pas empêché de travailler. Oui, sinon, on n'empêchait pas de travailler, mais il y avait des pesanteurs. Non, mais c'était sérieux. Moi, je dis, mais attends, aujourd'hui, vous êtes vraiment dans une liberté totale. Hein. Bon, encore que c'est à certains niveaux, à certains aspects, c'est vrai qu'il y a un peu la pression, tout ça, je comprends. Nous avançons 2 pas et on recule 1 pas, mais il faut que les journalistes arrivent à bien se comporter. C'est-à-dire, des choses simples, on a l'impression qu'on les complique, c'est tout. On ne doit pas en arriver là. Vous avez géré de main de maître 2 grandes émissions d'ailleurs, qui ont ouvert peut-être la voie à celle d'aujourd'hui, Métro Express sur Radio Métropolis, dont vous avez été directeur, et sur TV2, Express Info. Quelle était la particularité de ces émissions, Guy Mario Abalo? Je suis arrivé à Radio Métropolis, je crois que c'est en 2003. J'ai essayé de réorganiser un peu la rédaction. Je me suis laissé dire que partout où vous allez, il y a toujours un changement. Vous savez, si presque toutes les radios, les promoteurs de radio étaient des professionnels de radio, un grand pas sera fait. Il y aura cette liberté donnée à ces directeurs. Quand quelqu'un a de l'argent, il va créer une radio et il met un professionnel. C'est difficile que ce soit le professionnel lui-même qui crée une radio. Ça, c'est la différence. Parce que quand moi je suis arrivé à Radio Métropolis, une radio à une cousine d'ailleurs qui m'a fait appel. Donc, il y avait cette liberté qui était donnée à moi. Parce que avant que je n'arrivais, c'était des émissions culturelles. J'ai dit, mais on va faire de l'info. On va faire de l'info. J'ai même demandé à tous ceux qui étaient à la rédaction. Il y a un qui m'impressionne, on est devenu très amis aujourd'hui, c'est François Adjimaï, qui a une des meilleures voix derrière, l'un des meilleurs présentateurs de radio. Vous le connaissez certainement. Mais il faisait une émission longue distance. Il est bien dans les romans, tout ça. Mais quand je suis arrivé, j'ai écouté cette voix. Il dit, non, tu vas faire des dîners. Ah, directeur, je peux pas faire le journalisme, tout ça. Non. Donc, si c'est comme ça, il va rentrer. Non, tu vas pas rentrer. Et donc, j'ai dit, mais je vais t'apprendre à le faire. Et c'est comme ça, j'ai lancé un concours. Et j'ai mis Faustin, ce que vous connaissez, avec 2 autres qui ont essayé de passer le concours à des gens qui sont passés là-bas. Puis on m'a donné le résultat. Donc, j'ai sélectionné, j'ai pris ceux que j'allais former et qui étaient déjà sur des radios, mais à qui j'ai donné encore une touche. Eric Salap, à son homme qui, quand je suis arrivé, je l'ai nommé rédacteur en chef. Donc, David Amekoudji qui nous a rejoint, après Michael Aguedji, tout ceci. Bon, ils étaient nombreux. C'était une équipe formidable. On était comme des enfants de même père et de même mère. Parce que c'est comme ça, moi, je fonctionne. Ça dit, c'est pas le directeur qui est là et puis le journaliste. Non. Je me mélange à tout le monde puisque moi-même, j'allais sur le terrain et puis moi-même, j'intervenais. C'est là où j'ai créé l'émission Métro Express. Métro Express pour parler de la politique. Et c'était les dimanches. Donc, j'ai reçu presque toutes les grandes personnalités politiques. Il y a les CD aujourd'hui, les cassettes. Et je pense à l'époque, M. Yakouti, président du CONAP, m'avait approché pour qu'on fasse des copies et les distribuer aux radios de l'intérieur qui reprenaient encore ces émissions. Et c'était une bonne émission. Tant TV2 a pris contact avec moi qu'elle pouvait enregistrer et les passer mardi. Effectivement, c'est ce qui se faisait. Et par rapport à cette émission, la petite anecdote en passant que je peux vous raconter, c'est amusant. C'est vous dire comment Yadima était un passionné également de
de son image et puis, disons, de l'information. Je me rappelle, je sais que TV2 avait un contrat avec Champions League, je ne maîtrise pas trop, Champions League, tout ça. Donc, il passait des matchs en direct. Donc, puisque l'émission se faisait un 13h un dimanche, et il passait ça mardi. Donc, j'avais reçu le bélier noir, Maître Agbouibo, que j'avais reçu ce jour. Donc, tout le monde était pressé. Je crois que le président Yadema n'écoutait pas trop la radio, mais il savait qu'on devait recevoir Agbouibo. Bon, tous ses collaborateurs, les Natians, tous les Agbouibo, mais tous avaient écouté. Tous avaient écouté Agbouibo. La TV2 devait passer ça un mardi. Et voilà qu'on a mis le match. Et j'étais à la maison. J'étais à la maison vers 20h. L'émission n'est pas. Je crois que souvent c'est après le journal qu'il démarrait l'émission. Et les gens suivaient beaucoup. Dans le jour là, le président Yadema devait suivre également. Après 30 minutes, on n'a pas lancé l'élément. Toujours rien. Et il appelle, il était au camp. Je crois que le jeu, il est rentré vite au camp pour pouvoir suivre. Il appelle, il dit, mais monsieur Guy Marion, votre émission là, ça passe quand? Il dit, monsieur le président, je suis directeur de Radio Métropolis, il y a un directeur pour la TV2. Donc, ça dépend de leur programme. Il dit non, mais habituellement, après le journal, on passe. Il dit, je ne sais pas, mais ils sont en train de passer un match. Il dit, monsieur le président, voyez avec monsieur Pitan Tchala. Et en temps, j'ai appelé monsieur Pitan Tchala. Il dit, monsieur Pitan Tchala, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, comme ils ont un contrat, ils doivent passer le sport. Il dit, bon, il y a le général qui veut regarder, essaie de le joindre. Pitan Tchala était ministre de la communication à l'époque, si j'ai bonne mémoire, mais je te dis, le général a appelé, il m'a appelé 4 fois. Alors que je n'étais pas directeur de la TV2. Il voulait regarder Agbouibo. Mais finalement, je crois qu'à la fin, avec la pression, Pitan Tchala était obligé de décrocher un peu le match et de faire couler l'interview ou bien l'entretien que j'ai eu avec Maître Agbouibo. Et le lendemain, le président a appelé encore, dit, mais bon, moi, j'ai pas tout vu, j'ai dormi, mais j'ai vu l'essentiel. Le Bélino a dit, bon, puisque, tu sais, il y avait une question, est-ce que, non, c'est la réponse qui est tabou chez Maître Agbouibo, ou bien c'est ma question qui était tabou, je ne sais pas. Voilà ce qui s'était passé. C'est-à-dire que, tu sais, à l'époque, il y avait des rumeurs où Maître Agbouibo était chez Yadema dans son bureau et a disparu avec son fauteuil. Donc, Maître Agbouibo ne savait pas que j'allais lui poser cette question. Le fauteuil présidentiel. Sur le fauteuil présidentiel. Donc, quand je lui ai posé la question, il a été surpris. J'ai dit, mais vous confirmez ou vous infirmez? Je crois que c'est la partie là que Yadema voulait avoir. Je ne sais pas ce qu'il en est jusqu'aujourd'hui, mais le mythe est toujours demeuré. Donc, c'est après cette parenthèse de Métropolis, quand j'ai quitté là-bas, que TV2 a voulu toujours continuer. Donc, j'ai juste changé. C'était Express Info. Le métier de journaliste n'est pas de tout repos, car l'actualité, il y en a toujours, et des rencontres et des interviews de choix aussi. Guy Marion Abalo en fait l'expérience. Ça m'a permis de rencontrer pas mal de gens. Des personnalités qui étaient présidents, des personnalités qui, après, sont devenus présidents. J'ai réalisé durant ma carrière beaucoup d'interviews de chefs d'État. Certains y sont toujours, d'autres par contre n'y sont plus. Des présidents d'institutions financières qui sont devenus présidents, à l'instar de Yahi Boni, Alassane Dramane Ouattara, que j'appelle toujours, c'est des grands frères, des gens que j'ai rencontrés. On a discuté à maintes revues, c'est pas une seule fois, une deux fois, surtout quand vous prenez Yahi Boni, dès qu'il me voit, monsieur le quatrième pouvoir, monsieur qui vraiment admirait la presse. Il aime beaucoup la presse. Donc, sans oublier le général Amadou Toumani Touré également, que j'ai côtoyé, que j'ai rencontré, Olusegun Obasanjo également, Laurent Gbagbo, Charles Taylor, c'était, vous savez, il y a des gens affectionnaient beaucoup la médiation. Et je me rappelle, c'était à Pierre quand il a reçu Laurent Gbagbo et Charles Taylor, les gars qui visiblement ne voulaient même pas se regarder. J'ai même regardé aujourd'hui cette photo où Yadema les a amenés quand même à se serrer la main et puis à échanger quelques mots, parce que vous savez, il y avait un conflit frontalier entre la Côte d'Ivoire et Charles Taylor, il est à la CPI aujourd'hui, c'est dommage. Donc j'ai rencontré par exemple les chefs de guerre comme Fodé Sanko de la Sierra Leone, décédé après, le général Ansoumane Mané de la Guinée-Bissau. Encore que vous voyez aujourd'hui, il y a toujours pratiquement l'instabilité en Guinée-Bissau, donc lui également décédé. Guillaume Soro de la Côte d'Ivoire, devenu Premier ministre. La liste
liste, elle est très longue. J'ai rencontré également le président Kamporé. Bon, il n'est plus président aujourd'hui. Donc j'ai couvert un peu la crise zaïroise à l'époque délocalisée à Lomé pour les négociations avec un des chefs rebelles, le docteur Onusumba, dont j'ai perdu les traces aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Puis l'arrivée, le séjour de Mobutu à Lomé dans sa fuite. De même, j'ai couvert l'arrivée et le séjour du président Bédié à Lomé après sa fuite d'Abidjan, sans oublier le séjour de Guillaume Soro et son équipe, et puis des négociations et pas mal de rencontres. Vraiment, j'ai couvert beaucoup de choses. Est-ce que ça ne joue pas sur l'ego, par exemple? C'est-à-dire? Est-ce que ça fait pas de vous quelqu'un imbu de sa personne? Imbu, non, je suis très humble. Pour ceux qui me connaissent, non, je fais toujours preuve d'humilité. C'est dans la vie. Vous savez, je suis très croyant. Je sais qu'il y a un Dieu qui existe. Et dans la vie, il y a des hauts et des bas. Il faut les accepter. Attends, tu peux tout aujourd'hui. Tu peux être puissant. Tu peux avoir la force du feu. Il y a un Dieu. Si tu n'as pas confiance en Dieu, si tu ne crois pas en Dieu, attends, tu seras délaissé un jour. Donc, on a vu des gens, tu regardes tout ce monde que j'ai cité. Quand vous prenez Fodé Sanko, vous rentrez dans le hall de l'hôtel du 2 février, il trônait dans son boubou. Je te dis, tu vois, tout ce qu'il faisait comme trafic. Ansoumane Mané. Non, il faut faire preuve d'humilité dans la vie. On a vu, Kamporé aujourd'hui, il est à Abidjan. C'est ça. C'est-à-dire, tu peux être tout et tout. Il faut faire preuve d'humilité. Preuve d'humilité, puis avoir la considération pour l'autre. Et surtout quand on est responsable, on est dirigeant, c'est beaucoup plus compliqué. Ça me rappelle d'anciens présidents guinéens, Lansana Conté. Lansana Conté qui, quelques mois plus tôt, était dans une ambassade, je crois, en Russie ou quelque part, disait qu'après Dieu, c'est moi. Et quelques mois après, il revient au pays, il est parti. C'est ça la force de Dieu. Non, on ne rentre pas en conflit avec Dieu. On est dans tout ce qu'on veut faire, je crois, il faut toujours faire appel à sa conscience, avoir la crainte de Dieu, et là on peut avancer. Média à l'affiche sur Taxi FM. Au-delà du travail bien fait, le respect des cahiers de charges que sont les siens et son nom qui devient donc une marque déposée, Guy Marius Abalo sent qu'il y a encore beaucoup à faire. Vous savez, après le processus démocratique, on est passé de l'étape des tracts aux genoux. C'est vrai, j'avais senti le besoin. C'est-à-dire, on va pas suivre les politiciens. Et puis ça continue encore aujourd'hui. Cette affaire de Nord-Sud, de telle ethnie. C'est pas de l'imaginaire, c'est du sérieux. Non, c'est du sérieux, ça existe. Il faut avoir le courage de crever cet abcès et avancer. De toutes les façons, on est tous les tours, on est appelés à vivre ensemble. Ça, c'est indéniable. Il y a rien à faire. Je vous le dis, pour pouvoir retracer un peu le parcours de ces associations que j'ai mises en place. On est parti de l'AGIT, Association des journalistes indépendants du Togo. Quand nous l'avions créé, nous étions tous, je dirais pratiquement les gens du Sud, c'est-à-dire de Atapamé, de la région des plateaux jusqu'à la plage. Mais en le créant, nous on ne savait pas, non on l'a pas créé, c'était pas fait exprès, donc on a lancé les invitations, c'était au siège d'Atopani Express que monsieur Tadéon nous avait laissé à l'époque, c'est en son siège. Et Tricot Abdoulevi était rédacteur en chef là-bas. Monsieur Eovon, au fait le petit frère du ministre Eovon, qui dirigeait un journal, fut le président et moi le secrétaire général. Et comme à l'époque, moi j'étais à l'agence France Presse également, j'avais plus d'entrée et de relations avec les ambassades. Quand je discute avec les attachés du pays, les collaborateurs, même les ambassadeurs, c'est là où on nous a relevé que, attention, à votre association, il n'y a que les gens du Sud. Ah, c'est là où moi-même je m'en suis rendu compte, mais je savais pas plus. Quand les gens ils sont, on dit bon, ok, nous on commence, les autres vont arriver. Donc pendant une année, on est resté comme ça, personne ne voulait nous aider. Au plan international, on n'avait pas de partenaires. Et c'est là où j'ai reculé pour mieux sauter. J'ai appelé des collègues comme Billy Kalao, donc le directeur de Papa Désenchanté, et avec des confrères comme Oumé Spérou, et Banou, avec d'autres personnes, on a réfléchi, on a dit, mais écoutez, cette affaire, je crois qu'on va changer un peu. Avec Théou Jaurès, il y a Améji qui était resté à la télévision, même au Labiri d'Akou, et ensemble, on a discuté pour porter sur les fonds bâtiment le gîte. C'est-à-dire qu'on a fait que déplacer A et placer U, qui est devenu en décembre 93. Et je crois que ça fait 26 ans maintenant qu'on a créé le gîte. Et c'est comme ça a pris. C'est dans l'euphorie, dans la foulée de la conférence nationale, il y avait tellement d'associations, président
président. Tout le monde veut être président. Et au niveau des journalistes, on s'est dit, bon, certes, le JIT qu'on vient de créer n'est pas un syndicat, mais nous préférons enlever la présidence et mettre un secrétariat général. Et je faisais partie du comité d'organisation. Je ne m'attendais même pas à être le secrétaire général. C'était dans le hall d'à côté du PUNUS il y a une salle de spectacle. C'est là où a eu lieu notre première assemblée générale pour créer le JIT. Et le jour-là, le bureau qu'on a mis en place, j'ai été élu, j'étais le seul candidat, j'avais même pas d'adversaire. Le bureau qui a été élu était un bureau national qui reflétait presque toutes les régions. Et c'est là où je te dirais que ça a pris. Et maintenant, au niveau des ambassades, quand bien même la coopération était coupée avec le Togo, avec tout ce qui s'est passé à Frojardin, et à l'époque où il y avait la présence de 2 ministres européens, français et allemands. Donc, le Togo ne bénéficiait plus de coopération. Et du coup, les journalistes en ont pris un coup. Et c'est par un pur hasard que je reçois une invitation de la part de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire, INJCI, pour un séminaire de formation. Donc c'est arrivé là pour la première fois où j'ai participé à un séminaire en tant que secrétaire général nouvellement élu, qu'ils ont cherché à faire ma connaissance. Et on m'a dit également là que bon, c'est vrai qu'on a créé une association premièrement, mais bon, ça ne reflétait pas l'image du pays et que bon, maintenant c'est bon, on peut travailler. Et c'est dans la foulée qu'on m'a présenté monsieur Hakim Vox, à l'époque, qui était le directeur Afrique de l'Ouest de la Fondation Friedrich Ebert. On a discuté, je suis allé voir dans sa chambre d'hôtel, il m'a dit, nous ne pouvons pas aider le Togo parce que l'Allemagne n'a plus de coopération avec le Togo. Et je lui ai dit, mais au-delà des politiques, nous sommes des journalistes, puisque nous devions informer les populations. Si vous nous aidez à nous former, je crois que c'est mieux. Et il a trouvé mon intervention assez pertinente avec l'appui de certains confrères ivoiriens qui lui ont demandé, non, on doit aider ce pays. Les journalistes ici sont formés, ils vont également accompagner les politiciens. Voilà comment est née la relation entre la Fondation Friedrich Ebert et le JIT jusqu'aujourd'hui. Et ils ont commencé par financer tous nos séminaires. Et je me rappelle le premier matériel informatique, un Macintosh que la Fondation nous a livré à l'époque avec une imprimante. Je sais pas là où ça se trouve aujourd'hui, même si c'est gâté, on devait le garder quelque part dans un musée pour les journalistes pour qu'on sache effectivement que bon, voilà ce que nous avions eu. Donc c'est à partir de là que tu vois, je cherchais toujours. Et moi je me dis quand je voyage, je copie toujours ce qui est bien pour mon pays. Et c'est là où je suis tombé sur l'observatoire. Et c'est encore en Côte d'Ivoire. Et ils appelaient ça l'OLP, Observatoire des libertés de presse, quelque chose comme ça. Quand moi je suis revenu, j'ai appelé mes collaborateurs, j'ai dit mais écoutez, et voilà, j'ai ramené encore un autre produit. On m'a créé l'observatoire pour pouvoir réguler un peu la presse entre amis, pour éviter qu'on aille au tribunal. Bon, nous sommes tous des hommes faillibles. Quand il y a des fautes, comme on le dit souvent, le linge sale doit se laver en famille. Faut souvent passer le savon. Exactement. Donc ça a pris et les gens étaient d'accord. Et je te rappelle également qu'à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui ce que je vois. À l'époque, à l'UJIT, il n'y avait pas de portal, mais il y avait des réunions de tous les membres. Chaque fois. Je te dis, c'était super, Alain. Il n'y avait pas de portal, c'est-à-dire pour prendre contact avec les uns et les autres. Et c'est ce que je trouve bizarre aujourd'hui. Et tout le monde n'avait pas des lignes téléphoniques à la maison. Mais chaque fois que je convoquais une réunion, les gens étaient là. On n'attendait pas un événement, la journée de la paix pour faire une réunion, non. Ou bien des séminaires. Pas du tout. Les gens étaient présents. Et je me rappelle, il y a le doyen de TP à Sona qui fut mon conseiller, tu vois. C'est mon papa, presque, qui admirait ce que nous faisions à l'époque. Il dit, mais c'était intéressant. Et quand un journaliste a un problème, automatiquement nous nous réunissons, on analyse la situation. Nous ne sommes pas des vents en guerre. On n'est pas là pour défendre tête. Des journalistes ressortissants de tête étaient présents. Le langage était le même. Personne ne venait défendre quand un journaliste avait même ceux qui n'étaient pas membres de l'UJIT, on allait. On emprisonnait les gens. Moi, je prenais mon bâton de pèlerin. Je rencontrais des ministres, même jusqu'au chef de l'État, tout ça. Il y a des exemples. Il y a beaucoup d'exemples. Les premiers ministres, tout ça, pour voir comment on peut régler. Et on arrivait. C'est-à-dire qu'on se réunissait. À l'OTM, ça marchait. Et après, maintenant, bon, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas encore quelque chose à faire? Et là, il y avait rien en Afrique de l'Ouest. Ça, vous savez, au Togo, on est intelligent, il y a des talents. Et je vous dis, pour ce qui est des centres de presse et de la maison de la presse, l'idée vient du Togo. Je vous dis pourquoi. Quand j'ai eu cette idée, j'ai partagé avec mes confrères. On a évolué. J'ai écrit le texte. Il y avait mon secrétaire administratif, Zogi John, qui est correspondant de l'agence sur le texte, et ensemble avec Billy. Quand j'ai écrit, on a corrigé ensemble, on a mis ce qu'il fallait mettre. Et celui qui nous avait soutenu, c'était un conseiller à la mission française de coopération, monsieur Philippe Sabin, que je suis allé voir, on a discuté. J'ai vu monsieur Benichou, qui était le chef de la mission, l'ambassadeur, et on a discuté, et le projet a pris, de la maison de la presse a pris, donc 30 millions de francs CFA. Mais la condition, c'est que nous devions participer à hauteur de 10%. Et qu'est-ce que j'ai fait? Comme je savais qu'on n'avait pas d'argent, puisque on ne faisait que des cotisations, encore que c'est pas comme aujourd'hui, où l'argent circule, où l'État même donnait de l'argent. Non, à l'époque, c'était impossible. C'était à couteau tiré avec le gouvernement. Nous, les journalistes, on était les ennemis du gouvernement, c'est-à-dire
au plan professionnel, mais on reste toujours des êtres humains entre Togolais. C'était ça, donc il y avait une barrière. Et qu'est-ce que nous avons fait? J'ai réfléchi, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Alors j'ai dit aux gars, mais surtout je l'ai copié également en Côte d'Ivoire, la semaine de la presse. J'ai dit on va primer le prix de l'excellence, les meilleurs. Et à l'époque, j'avais intitulé le prix de l'excellence, prix Bakoli Kumbo. Mais on m'a appelé, on m'a dit, ah, il y a un problème, parce que Bakoli Kumbo, il est monté dans des conditions assez troubles, difficiles. Donc est-ce qu'on peut pas enlever le nom? J'ai dit, mais quand c'est le il n'y a pas de problème. Et j'avais mis des gens comme membres de jury, Babaka et autres. Et on se réunissait au restaurant La Pirogue, qui est devenu aujourd'hui Festival des Grâces. Et donc c'est comme ça on a laissé le nom. Mais on a maintenu le prix de l'excellence. C'est une semaine. Une semaine de fête pour les journalistes. Et à la clé, c'était un spectacle. La première édition, il y avait Jimmy Hope, il y avait Fifi Rafiatou. Ah, la belle voix. Que de beaux souvenirs. Ah, que de souvenirs. Jimmy Hope, Fifi Rafiatou. D'autres artistes ont animé au Palais des Congrès. Et vous savez comment nous avons réussi à avoir le Palais des Congrès? Non. Bon, il faut de l'argent d'abord pour organiser tout ceci. Donc, nous avons décidé d'écrire aux sociétés, tout ça. Les sociétés, nous en avaient eu près de 7 millions et quelques. Et maintenant, il fallait avoir le Palais des Congrès. Le Palais des Congrès, c'est un chouchou d'Yadema. On ne laisse pas ça à tout le monde. J'ai appelé le journaliste, dit, ben bon, nous sommes journalistes, on veut le Palais. Donc, vous l'appeliez aussi aisément? Quoi, non, attends, il faut être franc. Je crois que c'est un chef d'État qui écoutait, qui recevait. Je dirais même que, pour la petite anecdote, vous voyez, le numéro de son fax même était dans la rue, où les gens vendaient ça entre parenthèses. Parce que quand vous écrivez ça va, bon, je crois qu'il le reçoit, hein, ce qui fait que il reçoit tout le monde. Et quand vous lui posez la question, il dit non, on est tous des Togolais. Non, il n'y avait pas de barrière, il n'y avait pas de fermé. C'est pour cela que c'était un chef d'État assez informé quand même. Il était très informé surtout. J'ai appelé, c'était compliqué, j'ai appelé. Quand j'ai appelé, il dit mais vous les gens, vous voulez faire quoi? Tu vois, le militaire, il est assez amusant quand même. Tu sais, quand vous êtes stressé, c'est un monsieur qui peut vous déstresser quand vous le rencontrez, tout ça. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Il est très amusant. Moi, je l'ai toujours conseillé. Je dis, mais ça, c'est un chef de village, un chef de famille. Et la manière dont il prend les choses à la hauteur, qui veut tout régler. Il y a des problèmes fonciers, il y a des problèmes de famille, il veut tous les, quand ça arrive, il les règle toujours. Quand il y a une injustice, vous achetez, vous voyez les histoires même de terrain où on a acheté à 5 millions après, on veut vendre ça à 100 millions, des trucs comme ça. Quand ça arrive chez lui, c'est monsieur qui intervient et puis il coupe la poire en deux. Et pour revenir à ce qui est de la semaine de la presse, donc quand j'ai appelé, parce qu'il fallait une autorisation du général avant de, parce qu'on a renouvelé le palais, puis il y avait du bordel à l'époque, donc il fallait son autorisation. Il dit, mais vous voulez faire quoi? Il dit, mais bon, on veut un spectacle. Je suis, il dit, bon, ok, voyez ce commandant ou un colonel à l'époque, on l'a vu, et puis c'est comme ça, on nous a dit, bon, ok. Et en dehors de ça, monsieur le président, nous avons besoin d'un orchestre. Puis c'est Jimmy Hope et Fifi Rafiatou avaient voulu faire un live. Alors, mais quel orchestre? Et le meilleur orchestre qu'on avait, c'était l'orchestre de la gendarmerie, ou bien des FAT. Et c'était monsieur Lawson, à l'époque, un monsieur que j'aime beaucoup. Donc, quand je lui ai dit, j'ai dit, ah bon, vous voulez l'orchestre de l'armée? Je dis, mais monsieur le président, nous sommes tous des Togolais, donc on a droit aussi. Alors que l'armée est là pour nous, nous aussi on est là pour l'armée. Ce sont nos frères. Il dit, ah d'accord. Il n'y avait pas de tremblement dans votre voix? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est un pagailleur, hein, le général Yadema. Il dit, bon, appelle Lawson, dis-lui que c'est moi. Et Yadema qui lui demande de faire. Donc, avant que moi je n'appelle Lawson, la consigne était déjà passée. Lawson me dit, mais attends, on se voit où? Bon, il n'y avait pas de portable, hein, c'était les téléphones fixes. Hein. Non, j'ai dit, mais je viens à la gendarmerie. Il dit, non, il va venir me voir au bureau, tu vois. J'ai dit, non, grand frère, moi, il vient vers toi. Et c'est là où, avec mes collaborateurs, on est allé, on a discuté. Non, c'était bien, on a mis en place. C'était le jour J, le véhicule a apporté tout le matériel de la gendarmerie. Et ceux qui ont joué, se sont entraînés avec Jimmy Fifi Rafiatou, tous les artistes qui allaient passer. Et c'était beau, c'était intéressant. Donc c'est à la suite de ça qu'on a fait une économie. Ça dit que moi, je visais les 10% qu'il fallait apporter pour signer la convention. Donc je crois que quand on a fait toutes les dépenses, on a fait à manger, c'était à la place des fêtes Soudi, qui est à côté de l'hôtel de la Paix, à l'époque. On a invité tous les confrères, nos devanciers, des médias du service public ou des médias publics. Tous étaient là. On a mangé, il y avait de la musique. Et la semaine d'après, on a fait une réunion. Dit bon, combien il reste dans la cagnotte? Je crois qu'il restait 700 ou 800 000. Et je suis rentré en contact avec la mission française de coopération. On me dit bon, d'accord. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez trouver un bâtiment et on signe la convention. Vous trouvez le bâtiment, vous l'aménagez. Et c'est le bâtiment de la maison du journal qu'on a trouvé à Moukafou. Et c'est eux qui nous ont donné, mais on va mettre en addition, dit bon, maison du journal.
journalisme, c'est bon. Voilà comment est née la maison du journalisme. Et on a cherché le bâtiment avec la famille Zegba et on l'a entretenu, lui a donné telle beauté qu'ils sont venus visiter et on est allé signer la convention de 30 millions en termes de matériel et d'équipement. Et maintenant, cela ne s'est pas arrêté là. L'ambassadeur m'appelle, il dit mais il y a une mission du ministre de la coopération Jacques Godfrey qui doit arriver à Lomé, donc c'est ainsi que c'est lui qui doit inaugurer ensemble avec moi en tant que directeur de la maison secrétaire générale de l'OGIT, la maison du journalisme. Et c'est ce qui fut fait en juin, je crois, 96. On a inauguré cette maison. Et à l'avenir, je crois, dans le fonctionnement, la mission française de Côte devait nous apporter un appui pour le fonctionnement. Pour ça, on a recruté des gens, il y avait la beauté, la restauration. Et j'ai même eu à organiser un séminaire international avec 7-8 pays de l'Afrique de l'Ouest qui étaient là. Donc, bon, c'est après nous qu'on a changé en maison de la presse. Et la mission française a dit que ma mission s'arrête là parce que ce n'était plus ça. Et je crois que d'où le budget de fonctionnement n'a plus été attribué. Voilà comment nous en sommes arrivés là et l'état dans lequel se trouve aujourd'hui la maison de la presse. Taxi FM. Une détermination qui force le respect, des réalisations qui parlent d'elles-mêmes et suscitent l'admiration tant chez ses collègues que des journalistes qu'il formera. Média à l'affiche est allé à la rencontre de quelques-uns. Je suis David Koudjo Amekoudi, journaliste actuellement à Pyramide FM. Guy Mario, je l'ai connu en tant que directeur de radio et patron de rédaction. C'était à Métropolis dans les années 2003-2004. Je vous dirais tout simplement que Guy est un directeur de radio exceptionnel, un patron assez rare à trouver de nos jours parce que d'abord son effectif est sa petite famille, sa rédaction est sa famille. Il est très proche de ses journalistes, aussi bien sur le plan professionnel que dans leur famille, puisqu'il connaissait la maison de tout le monde. Le sens de la motivation chez lui est très aigu, et ce qui fait que l'homme même en tant que référence vous donne toujours envie de vous donner à fond, d'aller au-delà de vos limites pour pouvoir justement satisfaire en tout cas ses exigences. Guy Mario, au-delà de ça, est quelqu'un qui est très ouvert, et au plan professionnel, c'est quelqu'un qui adore les idées novatrices et qui sait créer pour faire la différence. C'est ce qui fait de lui l'un des meilleurs en tant que patron de radio, en tant que directeur d'une rédaction. Je garde de très bons souvenirs de l'homme et j'espère bien le revoir dans les années à venir à la tête d'une radio parce que il a encore, selon moi, il a encore beaucoup de choses à donner au journalisme au Togo. Moi, c'est David Assimadi, journaliste. J'ai connu en 2004 Guy Mario, sous lequel j'ai fait un de mes tout premiers stages en radio. C'était à l'époque Guy Mario, le directeur général de Métropolis. J'avoue que le premier accueil a été à la fois intimidant et puis assez sympathique, mais à la fin, j'ai retrouvé un homme sérieux, rigoureux, intransigeant, mais avec un côté social aussi important et qui aidait beaucoup la rédaction, l'équipe, le personnel. C'est un bon directeur, le directeur idéal à l'époque, qui savait au même moment utiliser le bâton et puis la carotte, qui savait comment sévir et puis au même moment créer une ambiance autour du travail. Et à l'époque, on disait de Métro qu'il avait la Dream Team à Lomé. J'avoue que c'est une expérience absolument marquante que j'ai eue avec l'homme, que j'oublierai jamais. Voilà. Guy Mario, c'est un grand homme. Vos collègues vous trouvent donc travailleur, rigoureux. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que je dirais? Bon, c'est intéressant. Le travail de radio, c'est un travail assez harassant. On ne doit pas dormir. Quand on est directeur de radio, quand on est rédacteur, on est dans une radio. Dans la presse en général, je crois qu'il faut être rigoureux envers soi-même. Il peut y avoir des moments de flottement, mais non, la rigueur est importante. Je le dis parce que je prends la spécificité de la radio en tant que média où la spontanéité est de mise, où l'instantané, ça vient. Je crois qu'il faut être toujours là pour écouter. Et c'est des choses que j'ai apprises avec Jean Carifal. Si au passage, je te dirais que quand j'ai eu rédacteur en chef, comme Jean Carifal, un homme assez rigoureux, et rédacteur en chef adjoint, comme Christophe Boisbouvier. On rappelle qu'ils sont tous deux à RFI et paix à son âme à Jean Carifal. Jean Carifal, paix à son âme, justement. Et Christophe Boisbouvier qui est encore en vie aujourd'hui dans les grandes interviews que vous écoutez. Un monsieur assez rigoureux. Un ami, quand j'allais même à Paris pour les stages, je restais chez lui. Je lui disais, mais je veux te ressembler. Vous savez, pour réussir dans ce monde, il faut toujours prendre un repère. On ne va pas faire un stage chez n'importe qui. Il faut faire un stage chez des gens qui ont des références. Moi, c'est ça la référence. Je voulais passer, mais Jean Diatta, paix à son âme. J'en ai connu beaucoup. Je cherchais toujours, c'est-à-dire, je cherche toujours. La rigueur, je l'ai appris chez eux. Je donne un exemple, parlant de Jean Carifal. Avant de revenir
à mes collaborateurs. Vous savez, il fut une année, vous savez, le Togo a tellement des années d'événements que je n'arrive même plus à me retrouver. Donc il faut que de temps en temps je prenne tous mes vieux agendas pour pouvoir me repérer. Par rapport à mon rédacteur en chef à l'époque, Jean Carifal, que dans les années, est-ce que c'est 2002, 2003, je ne sais plus, je te dis, il y a trop d'événements. Vous savez, en cette période, il était question d'une rumeur qui circulait que Eyadema était mort. Et que entre le camp RIT et Lomé 2, c'était le cortège qui passait avec un cortège vide pour faire semblant et maintenir les Togolais dans le camp comme quoi Eyadema était en vie. Et pendant ce temps, au niveau de la diaspora, ça c'est un autre aspect de la chose, de la politique togolaise. Au niveau de la diaspora, les coups de fil pleuvaient à la rédaction du service Afrique. Oh, vous les Français là, comment Eyadema est mort, pourquoi vous ne voulez pas dire ça? C'est pas en 2005 que je dis, bien avant, 2000 même, je crois, bien avant. Je vais la période pendant laquelle Jean Khalifa était rédacteur en chef principal et Christophe Baouyé son adjoint. Mais à un moment donné, puisque nous la prenions également ici sur le terrain avec mes collègues de la presse interne. À un moment donné, Jean Khalifa m'appelle. Il dit, Monsieur Guy Mario, est-ce que tu peux appeler le général, voir s'il est mort? Parce que tes compatriotes ici, partout en Europe, ne font qu'appeler pour dire, le général Eyadema est mort. Pourquoi RFI, la France ne veut pas annoncer sa mort? Alors je dis à Jean Khalifa, non, le général n'est pas mort. Hier, il a reçu encore quelqu'un en audience. Il dit, non. Il dit, moi, je ne suis pas le mais je ne veux pas voir ça. Prends ton téléphone et passe un coup de fil à l'E2. Je prends le téléphone, mon combiné, je passe un coup de fil au standard. Et demander au standardiste, je dis, est-ce que je peux parler au général? Monsieur Guy Mario, regardez, l'écoute. Et dès que le général a décroché, il dit, ah, très bien, Monsieur Guy Mario, Monsieur le Président, RFO, tu vois, il a ligne des trucs comme ça pour me. Alors, vous voulez savoir si je suis mort ou pas? Il dit, mais Monsieur le Président, je vous ai pas encore posé des questions. Je dis, non, je sais pourquoi vous appelez. Alors, si le chat est mort, vive les souris. Si le chat est mort, vive les souris. Il a dit ça 3 fois. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, Monsieur le Président? Il dit, mais puisque partout en Europe, on dit que je suis mort et que vous ne voulez pas annoncer, vous les Français, vous RFO, il dit, ah bon, monsieur, donc vous êtes déjà au courant? Il dit, mais non, je suis au courant. Moi aussi, j'ai des amis. Même si RFO, vous êtes mes ennemis, moi aussi, j'ai des amis, donc je suis vivant. Alors, dis à Jean Khalifa que je suis vivant. S'il veut, il peut appeler Lomé 2, je vais répondre. S'il veut une grande interview, je suis disposé. Il dit, merci, Monsieur le Président. Et quand j'ai raconté ça à Jean Khalifa, il s'est marré. Il dit, mais c'est pas possible. Mais j'ai dit, Monsieur Jean Khalifa, appelle Lomé 2. Il dit, non, il dit, Mario, je sais, quand un chef d'État quand même, mais on ne le cache pas. Mais je voulais te faire cet exercice. Et tu vois, c'est un monsieur, par exemple, qui m'a appris, il dit, mais en radio, quand on est correspondant, il faut pas être pressé. Ah non, il faut prendre son temps, analyser ou... Non, vérifier toutes les informations. C'est-à-dire, vous savez, quand 2 blocs s'affrontent, je vous ai dit à l'entame, j'ai dit, mais chacun veut tirer la couverture de son côté. Mais toi, le journaliste, tu ne dois pas te laisser manipuler. Et ça, moi, c'est un combat que j'ai mené. Je vais vous dire une chose. Peut-être qu'il y a un problème de communication. Je ne sais pas. L'autre petite anecdote, quand tu prends le président Faure, quand tu dis Jeune Afrique, Jeune Afrique. Ah, Jeune Afrique à parler de vous. Mais ce que vous ne savez pas, vous savez, j'ai été chargé de mission à la présidence pendant 26 mois où j'ai démissionné en décembre 2008 et je suis parti. Je me rappelle à l'époque, quand Jeune Afrique, vous savez, Jeune Afrique, ça tout le monde le sait, quand on fait des pages spéciales. Alors je prends le journal et je vais voir le président Faure et je dis, mais bon, moi je savais que c'est comme ça on fait. Et quand je l'ai monté, j'ai dit, mais on a parlé de vous, hein, et on a parlé du Togo, mais il dit non. Voilà la réponse qu'il m'a donnée, il dit non. Oh non, Guy, toi aussi. Je ne vais pas lire. Tu sais très bien que c'est les directeurs généraux, tout ça, les gens qui ont acheté cette page. Non, je ne vais pas lire. Et Itami dit, ce n'est pas objectif. Si c'était objectif, j'allais lire. Mais je crois que des pages comme ça, c'est pas objectif. Non. C'est du public reportage. Voilà ce qu'il m'a répondu. Et je suis parti. Ça dit, quand on te donne une réponse comme ça, et je vois des journalistes faire du zèle, je dis, il doit y avoir quelque chose quelque part. Mais je sais que vous avez des fois des chefs d'État, c'est des collaborateurs qui alimentent, qui vous disent allez faire ceci ou cela, ou bien répondez à tel journal, répondez à tel journaliste, ou bien on glisse ça dans la masse pour dire tel journal il a ceci ou cela. Non, je crois que il faut mettre balle à terre. Il faut qu'on avance. Il faut que la presse dans la sous-région, on a pris un sérieux coup. Vous regardez toutes les organisations aujourd'hui, toutes les organisations. Vous regardez l'UGIT aujourd'hui. Regardez la maison de la presse aujourd'hui. Ça c'est notre faute, nos journalistes. Je crois que nous devions au niveau
des journalistes généralisée, recadrer les choses, aller vers une prise de conscience. Donc, mais c'était une parenthèse parce que c'était important quand même de donner ces éléments pour amener mes jeunes frères comme vous à voir la pertinence dans le métier de journalisme. Comment c'est bon et quand on fait preuve d'humilité. Oui, la rigueur, c'est vrai, je le fais. À Métropole, j'étais très rigoureux, mais j'étais en même temps le grand frère. Ils m'ont même surnommé là-bas Guy Mario. Non, ils m'ont surnommé parce que Guy Mario dit non, c'est le gars. Tu sais, Guy, c'est en anglais. J'étais en même temps le confrère. J'étais en même temps le collègue de tous mes collaborateurs. Et ils le savent très bien. Et puis vous avez dans le studio de Métropolis, quand ils font le journal, et quand il y a un voyant rouge qui clignote, c'est le téléphone. C'est eux-mêmes qui m'ont raconté ça après. Tous mes collègues, c'est Koudjo Amekoudji, Blaise Salah, François Adjimari, Michael Aguedji, tout ça. Bon, c'est-à-dire quand ça commence, Eric Caglan au passage, quand ça commence pas à clignoter, personne ne veut prendre. On dit, on sait que c'est moi. Et alors le rédacteur en chef, Eric Salah, il a dit, mais attends, est-ce qu'on a dit des bêtises? Est-ce qu'il y a une faute de français? Non, c'est ce qu'ils m'ont raconté. Et puis quelques minutes après, je débarque à la rédaction. Et tout le monde a dit, mais attends, il y a ceci ou cela. Ça, c'est pas français. C'est quelle phrase? Mais c'est ça, j'ai dit, non, mais en radio, c'est des phrases simples. On n'aligne pas de gros mots. Et en radio, vous voyez, l'enfant du CM2, du CM1 peut écouter la radio. Quand c'est simple, mais il écoute. Et mais c'est ça, moi, ma rigueur, il fait tout à l'heure. En reportage, quand vous allez en reportage, quand vous avez votre élément, vous regagnez la rédaction. Je m'en fous des histoires de gombo qu'on appelle les Camerounais. Ou dit, on entend dire émarger, tout ça. Non, ça, c'est mauvais. Faut pas émarger. Ce n'est pas bien. C'est pas, je dis, comment les gouvernants traitent, comment les sociétés créent ces genres de conditions. Nous devons lutter contre pour qu'il y ait ce respect mutuel. Mais je préfère que des sociétés apportent un ordinateur à Taxi FM, je vous fais don de ceci ou cela, que chaque fois, et quoi, 5000 francs? Non, c'est pas possible. Attends, cette rigueur, chez moi, à Métropole, c'était ça. Et tous ils le savent. Aujourd'hui, ils sont sur plusieurs radios. Quand vous les interrogez, ils vont vous le dire. Non. Vous quittez là, vous venez. Puis le samedi, on reste ensemble. Je commande à manger, on boit, hein, du vin, on fait tout. Non. Beaucoup de ça, non, ça, je vous dis, non. Ça dit, l'humilité, il faut la cultiver. Le travail bien fait. La rigueur envers soi-même. Le journaliste n'a pas besoin de faire du scandale pour dire, je suis journaliste. Non. Laisse pour qu'on te découvre. Mais ne te fais pas découvrir. Ça, c'est important quand on est journaliste. Et ajouter à ça, il faut aussi un appel à la conscience professionnelle. C'est important. Il faut tout chercher à avancer. Quand on est dirigeant d'une rédaction, dirigeant d'une radio, la rigueur doit être de mise. Non, on ne doit pas faire des faveurs. Parce que c'est contre-productif. Ça dit que si le gouvernement fait quelque chose qui n'est pas bien, je dis que c'est bon, c'est contre-productif. Les gens ne vont pas comprendre. Quand tu fais bien, on doit te lever. On doit te féliciter. Quand tu ne fais pas bien, il faut des sanctions à côté. Dans tous les compartiments de la République, dans tous les compartiments du monde, à tous les niveaux que ce soit. Tout homme est faillible, certes, mais il faut toujours encourager l'excellence. Alors, en dehors de toutes ces casquettes que vous portez, nos oreilles indiscrètes nous ont laissé entendre que vous êtes également observateur de la CEDEAO. Vous confirmez? Bon, observateur, est-ce que c'est un titre à attaquer tel? Ouais, pourquoi pas, plus j'ai effectué plusieurs missions quand même d'observation pendant les présidentielles. La première mission que j'ai effectuée, c'était en Guinée. Nous y étions 3 fois de suite. D'abord, un premier tour où le candidat qui avait gagné au premier tour avait pratiquement 45%. Et entre le premier tour et le deuxième tour, se sont écoulés 4-5 mois avec tout ce qu'il y a eu. Mais en temps, on est retourné encore. On a fait 3 jours, on nous a ramenés dans nos pays. Et finalement, en novembre 2010, il y a eu le deuxième tour où celui qui avait eu 18%, près de 18% est devenu président. Donc le président, l'actuel président de la Guinée aussi, c'est l'autre face des élections en Afrique, bien entendu, avec le soutien de la communauté internationale. Donc j'ai été observateur là-bas aussi pour le compte de la CEDEAO. J'étais même près de 1000 km de Conakry, donc au fin nord, dans les pays madingues sahéliens. Oui, vers la frontière. Et en 2011 également, j'ai été sollicité par la CEDEAO pour être observateur au Bénin à côté pour les présidentielles de 2011 où Yahi Boni a été élu au premier tour. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'était bien. Pourquoi vous mentionnez, vous insistez sur le premier tour? Pour le premier tour, parce qu'il y avait un premier tour, il a gagné. C'était bien. J'étais dans la zone de la Takora. J'étais le coordonnateur adjoint là-bas. Oui, il a passé au premier tour face à Adrien Oungbeji. Non, les Béninois, ils s'entendent très bien. Je pense qu'il faut que les acteurs politiques se parlent. Je disais tout à l'heure que devant l'injustice sociale, devant la vérité, elle est cruelle. Tu ne peux pas biaiser. Devant certaines choses, on ne peut pas biaiser. Tout à ça viendra à l'état de droit, la vraie
vraie démocratie viendra où les gens vont se parler, où le vaincu va féliciter le vainqueur, comme ce fut le cas au Bénin tout récemment, il y a 2 ans, je crois. Hein. En 2011 également, dans la même année, j'étais au Nigeria. J'étais avec Credo Tété. Il est aussi observateur de la CEDEAO. Nous étions ensemble. Bon, j'étais vers la frontière du Cameroun. Bon, en Guinée, au deuxième tour, j'étais vers la frontière avec le Sénégal, je crois. Et puis, en 2016, j'ai été également sollicité pour les élections présidentielles au Bénin, qui ont vu Patrice Talon devenir président. Donc, j'étais dans la région des collines comme coordonnateur général, dont mon quartier général était à Savalou. Voilà, c'est des expériences, c'est assez intéressant, ces genres de missions. Quand vous revenez, vous voyez, il y a un briefing qui est fait devant les patrons de la CEDEAO où chaque coordonnateur doit faire un commentaire, doit relater. Quel est justement le cahier de charge d'un observateur de la CEDEAO? C'est-à-dire? Quelle est votre mission? Observer? Non, la mission c'est une mission d'observation. Comme la mission indiquée d'observation. Mais est-ce qu'on peut tout observer? Mais je n'en crois pas. Ça dépend. Ça dit, dans certains pays où c'est facile, où tout est bien, il n'y a pas de crispation, il n'y a pas de problème, de crise de confiance, tout se passe bien. Je peux donner l'exemple du Bénin. Le plus récent, c'est au Bénin. Au premier tour, ça s'est bien passé. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé. C'est tenu par Qu'est-ce que vous appelez par ça s'est bien passé, puisque vous observez, qu'est-ce qui s'est bien passé? Vous faites le tour des bureaux de vote. Vous savez, moi, en plus, j'étais journaliste. Bon, ceux qui m'ont nommé, ils me connaissaient déjà, ça que je suis adjoint. Bénin, j'étais le coordonnateur général passé. Ils savent que quand j'ai sous moi 20 circonscriptions, je fais au moins 18 avant la tombée de la nuit. Mais j'ai aussi des équipes dans les villes. Et je leur dis, faites le maximum pour qu'on voit. Donc, vous circulez, vous voyez, au dépouillement et tout. Non, vous le voyez, que c'est intéressant. Et donc, jusqu'à 21h, vous venez au quartier général où on fait la compilation. C'est intéressant. Il y a un peu de tension, chaque parti voulait. Mais, je vous dis, hein, les dernières présidentielles au Bénin, non, ça s'est bien passé dans ma zone. Et puis, avec mes équipes dans toutes les villes, ça s'est bien passé. Il n'y avait pas de problème en tant que tel. Donc, jusqu'à 21h, tout ça, on avait tout. Mais au deuxième tour, c'est ce qui était plus intéressant d'ailleurs. Parce qu'il y avait 2 candidats, dont Zissou et Talon. Je vous dis, à Savalou, déjà à 17h, moi j'étais dans un bar, je sirotais déjà ma bière. Parce que non, on avait tout. C'est-à-dire qu'on a fini de voter et jusqu'à 16h heure du Bénin, 16h30, nous on avait tous les résultats. Et puis, on donnait ça comme ça, il n'y avait pas de problème. Je me rappelle à Savalou, j'étais allé dans une grande école primaire. Quand je suis arrivé, même les militaires qui étaient en faction, qui devaient sécuriser, il y a un qui était allé même vers la classe, vers une salle de classe où on donnait les résultats. Vous voyez, Talon, Zissou, il était enthousiaste avec son arme en bandoulière et je le tape à l'épaule. Il dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? Il dit, non, il est en train de dire, oui, vous êtes citoyen, certes, mais aujourd'hui, vous devez vous mettre en faction là-bas, en entrée parce qu'il y a personne là-bas. Et en plus, vous avez une arme avec vous. C'est pas bien. S'il y a la bagarre ici maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, non, nous, on ne va rien faire. On sait qu'il y a un Béninois qui doit gagner et qui doit être président et je le mettrai au garde-vous. Donc, je quitte là, je suis allé dans un autre bureau de vote. Il y avait également des militaires, il avait son petit transistor et il écoutait. Et quand je suis arrivé, je suis descendu de la voiture, je le salue gentiment. Il dit, qu'est-ce que vous écoutez? Il dit, non, on donne les résultats, tout ça. Il dit, mais c'est intéressant. Alors, qui doit être votre futur président? Il dit, non, mais ils sont 2, hein, ils sont tous béninois. Le meilleur qui gagne que la commission proclame, je me mettrai au garde-vous. Moi, je suis un soldat républicain et je me mets au garde-vous pour celui qui sera élu. Ouais, ben, c'est intéressant. C'est intéressant. Au Nigeria. Vous pensez que ce n'est pas dicté, ce n'est pas une leçon qu'on leur fait citer? Non, une leçon récitée, non, je ne crois pas. Non, ils sont libres, les attends. C'est moi, j'ai fréquenté au Bénin. Les Béninois, il y a des choses qu'ils n'acceptent pas, hein. Il y a des choses qu'ils acceptent, il y a des choses qu'ils n'acceptent pas. Donc, par rapport à matière d'observation pour le compte de la CEDEAO, mais au Nigeria, vous savez, on m'a envoyé dans une zone port à coup, à peu près vers la frontière du Ghana. C'est vrai que c'était une zone difficile, mais Francis Oké m'avait dit, non, Guy Marie, il n'y a que toi ceux qui puissent aller là, en tant que coordonnateur adjoint. J'étais avec un papa burkinabé, un ambassadeur à la retraite, mais quand on est arrivé dans une zone, on est arrivé dans un bureau de vote, il y avait une tension. Quand ils ont vu la CEDEAO, donc il y avait les militants de l'autre parti, parce qu'ils disaient que non, Goodluck Jonathan voulait voler les élections, et donc quand ils ont vu la CEDEAO, non, ça c'est les mêmes, vous êtes toujours complices. Tu vois, il y a je te dis, sur un coup de tête, il est allé prendre un bloc, alors il a voulu jeter sur le vieux, mais moi je suis allé, j'ai dit non, et puis les militaires qui sont venus le calmer, tout ça, et bon, moi j'appelle notre état-major, j'ai dit, bah voilà, la situation, dit, ah non, replier. Quand on a replié, on est allé encore devant. Et quand on est arrivé, j'ai dit au chauffeur, bon, tu gares ici, mais tu te mets en position de départ. Donc il y avait 300 mètres qui séparaient, là où on a stationné avec le bureau, c'est dans une école primaire. Et mon patron, le vieux, dit, Guy Marie, mais pourquoi? J'ai dit, non, moi j'ai le reflet du journaliste. Quand je vais quelque part, quand je gare ma mobilette ou mon véhicule, je suis toujours en position de départ. Et un peu
loin de l'événement. Que quand ça dégénère, donc tu as tes pieds quand même, tu te retires dans le cheval. Il dit, ah bon, dès qu'on est arrivé là-bas, il y avait la tension, il y a quelqu'un qui sort un pistolet, il a commencé par tirer en l'air. Ah, je te dis, on a fui, on s'est jeté. J'ai dit au chauffeur, ah, viens. J'ai mis le vieux dedans, et on était 3 dans le véhicule. 3 plus le chauffeur, ça faisait 4. Et on a pu nous voir, c'est un boulevard. C'est-à-dire, on était loin de notre ville, hein. C'est-à-dire, on a quitté notre ville pour certains villages et tout ça. Il y avait un groupe de jeunes, de plus de 100 personnes avec des branchages, tout ça, qui criaient. Je crois que c'était les militants de l'opposition, dit non, on veut nous voler. Et puis, c'était bizarre. La manière dont ils faisaient le décompte était quand même bizarre. Vous savez, on prend l'une comme ça, c'était un truc en plastique transparent, et on versait par terre, on commençait pas à compter. C'était bizarre. Là, j'ai senti qu'ils avaient l'attention, on a replié. Mais quand on a vu les gens venir, alors le vieux dit, mais Guimard, regardez, ils vont nous frapper, qu'est-ce que j'ai dit, non, calmez-vous. Il y avait une ruelle à droite, j'ai dit, mais chauffeur, prends par ici. Mais le vieux bouquin me dit, mais est-ce que tu connais? Je dis, non, un journal ne se perd pas. Je sais que ce chemin doit mener quelque part. Ou soit, on va aller dans un village quelque part. Mais quand on a pu ça, on a trouvé d'autres contentions. Et puis bon, finalement, le quartier général nous dit, bon, rentrez, il y a un peu de tension. Bon, voilà des expériences qu'on a vécues. C'est pareil, hein, en Guinée, un peu partout. Mais au Bénin, c'était assez intéressant. En 2016, c'était assez intéressant. Tu vois, les militaires qui étaient contents. Tu vois, on crie talon, l'autre est content. Et finalement, ça fait bien. C'est bon pour le moral. Midi à l'affiche a eu le privilège de recevoir pour son 2e numéro un journaliste rompu à la tâche, Guimario Abalo, que nous remercions au passage, qui n'a pas encore joué sa dernière carte dans la sphère médiatique togolaise et du monde, au grand bonheur justement de la corporation d'ailleurs. Merci à l'équipe de Midi à l'affiche qui m'a aidé à réaliser cette émission. Rendez-vous samedi prochain. Je vous souhaite d'ici là un excellent week-end à l'écoute de Taxi FM. C'était Média à l'affiche avec Alain Mouaka. Toujours une longueur d'avance. Taxi FM.